L'année dernière, Pierre Blaise m'a commencé à parler de son idée et de son envie de voir dans les murs de Théâtre Manu une exposition qui parlerait de la relation, si on peut dire, entre les marionnettes et l'illustration, et le livre et le théâtre. Donc, comment se joindre le tout, les marionnettes dans l'illustration, les illustrations dans les marionnettes, qu'est-ce qui est en commun, pourquoi, quel est le lien entre le livre et le théâtre. Il s'adressait à moi comme à quelqu'un qui, ce qui est vrai, qui a travaillé en tant qu'auteur-illustrateur et qui travaille actuellement dans le théâtre de marionnettes. C'était une chouette occasion en fait pour moi de réfléchir pourquoi je fais les deux et qu'est-ce qui m'intéresse dans les deux. Et j'en suis arrivée à une conclusion, enfin toute simple, c'est que c'est les histoires personnelles et les histoires d'humains qui m'intéressent dans les deux. Il n'y a rien d'original là-dedans. Et que dans les livres, j'aime beaucoup raconter des personnages et leur vie intérieure. Quand je faisais les textes et l'illustration, en fait, le jeu est beaucoup plus subtil et on peut jouer sur les deux, on peut modifier le texte, modifier l'image, en fait, de travailler la jonction. Quand le texte est déjà écrit, moi, en fait, j'ai inventé en parallèle mon histoire qui complétait ou qui contredisait le texte. Après, c'est ça qui m'intéressait. Et dans les marionnettes, en fin de compte, c'est la même chose. Et donc, quand j'ai envisagé cette exposition, les regards d'images, la réponse de quel angle on va aborder pour parler de l'illustration et les marionnettes, pour moi c'était évident. En fait, je voulais les regards personnels des gens très différents, des points de vue différents, des intérêts différents, qui sont visuellement parlants, les langages divers et variés. Et la seule chose en fait qui les unit, c'est que ils ont un regard très très personnel, presque presque intime en fait sur leur travail. Que c'est les gens qui, dans les différentes manières, nous parlent d'eux. Et voilà. Donc si on parle de l'idée de l'exposition, c'est ça, c'est vraiment le regard par l'image. Pour ma part, je trouve que le lien entre le livre et le théâtre, il est très très proche. D'ailleurs, le livre, moi, je le considère comme un théâtre. On rentre, on ouvre, en fait, il a les scènes, on avance au fil des pages, il a la dramaturgie dans le déroulé des pages. Comment on passe, c'est même pas la question d'un plan à l'autre, mais comment on évolue dans l'image, comment on évolue dans le texte, qu'est-ce qu'on raconte sur chaque image. Donc c'est pour moi une question assez intéressante et qui m'attire beaucoup, ces questions, comment les résoudre. Et dans mon travail de marionnettiste, c'est aussi les mêmes choses. En fait, moi, j'aimerais bien que mes spectacles, c'est un peu comme les boîtes qui s'ouvrent et que dans chaque boîte, il y a un miracle de la vie, un miracle de l'humain avec un regard personnel, juste, juste personnel. Voilà, ça c'est en ce qui concerne l'exposition. Et en ce qui concerne le choix de mes images pour l'expo, c'est très simple en fait, c'est même presque pour moi pas une réponse intellectuelle du tout. C'est juste que c'est le dernier livre que j'ai fait, L'ogre de Moscovie, euh, qui m'a fait comprendre qu'il faut que je fasse les marionnettes. Et d'ailleurs, l'éditrice, quand elle a vu le livre, elle m'a dit: t'es sûre que tu veux pas faire du théâtre? Parce qu'effectivement, dans ce livre, euh, cette obsession du personnage et de son histoire, bah, elle arrive à s'exprimer complètement, littéralement. C'est que l'ogre, elle devient une marionnette et tout ça, c'est un castelet et on voit devant nous
le spectacle se déroulait, avec des plans différents qui permettent les zooms, ce qui permet le livre très bien. Et la lecture du texte qui est le mien. C'est le texte de Victor Hugo. Et moi, ça m'amusait beaucoup parce qu'on m'a dit d'une part que le livre s'adresse aux enfants, aux petits-enfants. Et d'un autre côté, dans le texte, un ogre amoureux d'une fée, il mange son enfant et la fée n'est pas contente. Il a juste une phrase: imaginez ce que la fée a fait quand il a su que son enfant est mangé. Mais il n'y a pas de précision sur comment la fée a réagi sur le fait qu'on a mangé son enfant. Du coup, ça laisse une porte. Victor Hugo n'a pas dit qu'elle s'est fâchée, il n'a pas dit qu'il est parti en pleurant, il n'a pas dit qu'elle s'est enfermée dans la tour pour toute sa vie. Il dit juste imaginer. Donc j'ai imaginé, et mon ogre, il s'est fait manger par la fée en retour. Et ça ne contredit pas le texte. Donc voilà, c'est juste une petite blague comme ça qui m'a beaucoup amusée. Et le choix de ces images, voilà, c'était après ce livre-là, c'était mon dernier livre en tant qu'auteur-illustrateur pur et dur. Après, j'ai commencé à faire les marionnettes. Et en fin de compte, ce qui m'attire le plus et dans le livre et dans le théâtre de marionnettes, c'est le personnage central. Moi, j'aimerais bien de transmettre soit par les images, soit par l'histoire écrite, soit par une marionnette, la vie d'un personnage, en fait, le fait qu'il est unique, le fait qu'il respire, le fait qu'il ressent quelque chose. Quand j'étais enfant, j'aimais aussi beaucoup les histoires, ça m'attirait très fortement. Je pouvais passer des heures avec une boîte d'allumettes en imaginant qu'il y a quelqu'un à l'intérieur et comment il vit et est-ce qu'il a des amis et à quoi il pense. Et puis c'était tout un moment d'ouvrir la boîte et de voir personne et de se dire juste qu'il est trop petit et qu'on ne le voit pas. Je pense que c'est de là qui vient mon virage vers le théâtre de marionnettes, parce que dans le livre, ça reste quand même, quoi qu'on fasse, ça reste abstrait. Le personnage, il est en 2 dimensions, il ne bouge pas. Donc on peut continuer le travail et d'imaginer comment il est. Ça, c'est possible. Mais néanmoins, dans les marionnettes, on a le mouvement, on a la vie qui est fragile, qui est là et qui ressent quelque chose. Donc moi, j'aime beaucoup quand mes marionnettes, ça devient des êtres à part. Je ne dirais pas jusque dire qu'ils sont vivants et qu'on commence cette discussion, la marionnette, est-ce qu'elle est vivante, animée, pas animée, bon, peu importe. Mais néanmoins, ils existent. Et ça, c'est indiscutable. Ils sont là, ils existent. Et on peut, la vie est avec eux. On ne peut plus s'en passer. Et dans l'histoire de l'ogre, par exemple, c'est un peu ce que je cherchais aussi, c'est de le rendre vivant et de comprendre comment il fonctionne, pourquoi elle a fait ça, comment il a réagi. C'est un personnage très simple, il mange à peu près tout ce qui bouge, il s'est fait manger. J'ai choisi d'exposer ces 3 maquettes de papier. Donc il y a 3 personnages, c'est l'ogre, la fée et Alice au Pays des Merveilles. Donc l'ogre et la fée sont 2 personnages que l'on peut retrouver ensuite dans 2 livres, qui est à l'intérieur des méchants et à l'intérieur des gentils, édité aux éditions du Seuil Jeunesse. Alice au Pays des Merveilles, je l'ai fait spécialement pour cette exposition. Donc ce que je trouvais amusant d'être exposé dans un théâtre, c'est que ces personnages-là, on rentre à l'intérieur d'eux. Et je pense qu'on est un peu comme... les acteurs, je pense qu'ils doivent rentrer à l'intérieur de leur personnage pour pouvoir bien les jouer, pour pouvoir être vraiment eux. Et du coup, voilà. Donc là, on rentre à l'intérieur de l'ogre, à l'intérieur d'une fée. Donc moi, en tant qu'illustratrice, j'ai imaginé qui était cet ogre
qu'est-ce qu'il pouvait penser, qu'est-ce qu'il aimait, qu'est-ce qu'il détestait, qu'est-ce qu'il mange. Et quand on est illustrateur, quand moi je dessine un personnage, souvent je me mets dans la peau de ce personnage. Je m'imagine lui avec ses grosses fesses, avec ses gros doigts, en train de manger des kilos de viande et puis d'être bête. Et je pense que c'est nécessaire en fait de se mettre dans ce personnage pour être au plus proche ensuite de son caractère et au plus proche ensuite comment il va être dessiné, comment il va être, comment ses yeux vont réagir, comment sa bouche et puis peut-être l'action qu'il va avoir. Donc il y a vraiment un rapport avec le théâtre. Voilà. Donc ces petites maquettes, c'est comme des petits théâtres de papier. Et il y a quelque chose de vivant. C'est pour ça aussi que je trouvais intéressant d'exposer là. Il y avait quelque chose de vivant, le fait que le lecteur, quand ensuite il regarde ces images, il ne fait pas juste de les regarder, il va les manipuler. Et il va être à la fois acteur et spectateur. C'est-à-dire que quand il va soulever son petit volet, là, tac, il va se passer quelque chose. Il va y avoir une action. Et il va y avoir un spectacle. Un mini-spectacle. Voilà. Et moi-même, quand je crée ces maquettes, je m'amuse beaucoup à soulever, à refaire et à recommencer. Il y a une sorte de jubilation de voir ce qui va se passer. Je vois plus, je vois plus. Voilà, comme le rideau qui se ferme et qui s'ouvre. Voilà, il y a quelque chose vraiment en rapport avec le théâtre. Et ensuite, comme dans l'illustration, en fait, on imagine aussi de la mise en scène, c'est-à-dire que tout le décor qu'il va y avoir à côté, et la lumière. Enfin, moi, j'aime beaucoup travailler la lumière dans mes images. Ici, on ne les voit pas dans mes maquettes, mais dans mes images en couleur, en tout cas, quand j'ajoute la couleur, j'imagine vraiment la lumière qu'il va y avoir. Donc, les spots. Quoi éclairer à ce moment précis. Voilà pourquoi il y a un rapport avec le théâtre ou la marionnette. Hein. Voilà. En fait, moi j'avais pensé proposer 4 originaux que j'aurais piochés dans les dessins que j'ai fait pour un livre qui me tient vraiment à cœur, qui est La Vallée enchantée. Alors La Vallée enchantée, c'est un livre que j'ai fait en 2013 à un moment où j'étais dans une colère noire dans ma vie, une colère dont les raisons sont un peu trop intimes pour en parler là, mais disons que j'étais vraiment absolument très très fâché. Et je pense que ces originaux transportent une part de cette colère vraiment dans leur traitement visuel, on va dire, qui est fait à partir de... en fait, ce sont des dessins réalisés sur des morceaux de papier qui eux-mêmes étaient à l'origine des peintures que j'avais ratées, que je considérais avoir ratées, sur lesquelles j'ai repeint et redessiné. Certains sont même constitués de bouts de papier, je ne sais pas si ça se voit, mais de bouts de papier racolés les uns avec les autres. Et donc les dessins sont de l'autre côté. Ils sont un mélange d'acrylique et de dessin à l'encre de Chine et à la plume. Et je pense qu'ils vont convenir pour ce que tu m'as proposé au niveau de cette exposition, c'est-à-dire qu'ils sont dans une narration très forte. La Vallée enchantée, c'est une fable, on va dire, un peu une fable écologique. Ça parle d'un lieu où tout se passe très très bien, tous les êtres et toutes les plantes et même les cailloux qui vivent là vivent en bonne intelligence entre eux, tout le monde s'aime beaucoup, tout le monde est agréable, ça sent bon, tout est beau. Et puis surgit un jour un personnage que j'ai appelé le prince Amil d'Amil, qu'on voit ici par exemple, et qui fait partie des originaux que je voudrais présenter dans l'exposition. Et ce prince, c'est en fait une espèce de transposition à ma sauce du Petit Prince de Saint-Exupéry,
qui est un personnage qui pour moi est l'antithèse même de la poésie. Je ne supporte pas le Petit Prince de Saint-Exupéry. Je trouve ce personnage et cette poésie parfaitement mièvre et idiote. Les dessins du Petit Prince me sont... je les ai en horreur, quoi. Je les trouve moches. D'ailleurs, même Saint-Exupéry lui-même dit au début qu'il dessine pas bien, mais donc on se demande pourquoi il s'obstine à vouloir nous montrer ses dessins moches. Certains sont même, dans une certaine mesure, assez terrifiants. Je me souviens que gamin, bon, puisqu'on nous a presque obligés à découvrir ce texte et ce livre quand j'étais jeune et petit, parce qu'il faisait partie des programmes scolaires. Et donc, dans cette vallée enchantée, j'ai pris la décision de me débarrasser et de débarrasser la planète une fois pour toutes de ce Petit Prince, parce qu'il va être confronté à un personnage qui, dans le livre, s'appelle le Trucmuche. L'apparence du Trucmuche n'est pas claire, on ne sait pas très bien à quoi il ressemble, mais il va un jour aller trouver ce prince Amil Damil qui, évidemment, a semé la pagaille dans cette vallée enchantée parce qu'il se conduit très mal, il a construit une maison horrible, il passe ses journées, après avoir construit cette maison, et fait énormément de bruit et de chahut inutile, il passe ses journées au bord d'une piscine à manger des chips et à semer le désordre partout. Le système d'évacuation de sa maison coule dans la belle rivière qui était si belle et si pure auparavant. Enfin bref, il faut vraiment s'en débarrasser. Et c'est le Trucmuche, le plus petit personnage, le plus bizarre de l'histoire, dont on ne sait pas grand-chose, sinon que c'est un grand amateur d'air d'opéra, qui va aller le trouver et qui va lui demander la question fatidique qui va absolument effrayer ce prince, en en allant frapper à sa porte et en lui demandant « S'il vous plaît, dessine-moi un Trucmuche ». Et donc, voilà, c'est une référence directe à cette phrase que je trouve parfaitement idiote dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, où le Petit Prince demande au personnage qu'on comprend être l'auteur, qui répare son avion, s'il vous plaît, il dit, s'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Et donc, j'ai même fait, pour l'occasion, il y a 2-3 ans, une déclamation à voix haute. J'avais retenu mon texte par cœur dans le cadre d'un salon du livre à Grenoble, justement. J'ai fait une déclamation à voix haute et en public. J'avais drôlement les chocottes. Et pour l'occasion, je m'étais fait un masque de Trucmuche. Alors, quand j'ai mis ça devant ma tête, les enfants qui assistaient... je peux voir au travers de mon masque, parce qu'il y a des petits trous là, les enfants qui assistaient à ma déclamation ont fait des grands yeux, à moitié surpris, effrayés, je sais pas trop. Enfin bon, ce masque, il est un peu dans cette idée rigolote, quoi, de faire peur à ce prince pour qu'il s'en aille. Et effectivement, dans le livre, le prince, quand il entend cette demande, on ne sait pas très bien pourquoi du reste, cette demande de dessiner un Trucmuche, il est tellement effrayé, affolé qu'il sort en trompe de sa maison, qui saute dans sa voiture et qui disparaît et on ne le revoit jamais. Voilà. Bonjour, je suis Hélène Rajkak. J'ai été invitée par Sacha Poliakova à participer à cette exposition autour du thème de l'illustration et de la marionnette et du théâtre de marionnettes. Et pour l'exposition, j'ai proposé en fait des œuvres qui sont des œuvres faites à 4 mains, qui sont des livres et des originaux de livres réalisés avec Damien Laverdin, avec qui je travaille depuis des années. Donc nous sommes tous les deux co-auteurs, co-illustrateurs de nos livres. Et en fait, la marionnette, moi, comme ça au départ, ça m'a paru assez lointain de mon travail, de notre travail. Mais en y réfléchissant un peu plus, on a quand même fait des liens. Enfin, je parle, mais je vais parler aussi pour Damien, parce qu'on fait l'expo tous les deux. Et donc,
on a pensé surtout principalement à 2 livres de notre travail. Donc il y a un livre qui s'appelle Puce Circus, qui est l'histoire d'une troupe d'artistes puces. Et on va suivre le livre. En fait, le livre, ce sont les 10 numéros de la troupe où on va voir tous les artistes de la troupe en train de faire leurs numéros. Et c'est vraiment un livre, un grand livre un peu fourmillant de personnages. Donc de puces, il y a les artistes, il y a les spectatrices. On a 72 puces dans le livre, qu'on présente dans les pages de garde à l'introduction du livre, et qu'on va retrouver de page en page. Et donc, en fait, on a 10 numéros, mais on a presque 72 histoires si on suit chaque puce de page en page. Et donc, dans le fonctionnement, dans la préparation de ce livre, on était vraiment dans une création de décors, de théâtralité, de mise en scène, d'invention de personnages. Donc chaque puce a son petit caractère et ses vêtements, voilà, ses attitudes. Et puis ce qui est assez drôle, c'est que dans le cirque de puces, donc dans le réel cirque de puces, parce que ça a vraiment existé, nous on s'inspire de ce cirque de puces qui a vraiment existé pour après aller un peu plus loin dans les numéros et dans l'humanification, la personnification des puces. Mais donc voilà, ça a vraiment existé. Et donc dans ce théâtre de puces, effectivement, il y a quelque chose qui serait presque de la marionnette microscopique, de la marionnette minuscule, puisqu'il y a voilà, vraiment toute une manipulation des puces, des objets qui vont servir pour faire les numéros. Et donc voilà, on n'est pas dans la marionnette, mais il y a quelque chose de marionnette quand même dans le cirque de puces. Donc voilà, c'était notre première interprétation du rapport illustration-marionnette. Et le deuxième livre s'appelle Cahier de chimère. Et donc c'est un cahier de création graphique lié à des contraintes de création. Un peu un livre oulipien. On s'est inspiré pas mal de l'oulipo. En fait, on a créé des chimères, des chimères poétiques, des petits poèmes qui décrivent des animaux chimères. Ces poèmes sont écrits en suivant des contraintes stylistiques littéraires, donc ça peut être des jeux de répétition, des jeux où tous les noms du texte doivent commencer par la même lettre, des allitérations, des virelangues, des jeux de contrepétrie, voilà, des créations inversées. Et tout ça, ça va se retrouver dans la façon de créer, d'agencer, de créer un visuel à partir de parties de corps d'animaux qu'on va agencer pour créer l'animal, cette chimère qui est décrite dans le poème. Et à partir de ce livre, on a eu envie de réaliser des pièces en carton, en volume, enfin des pièces plates, mais qui peuvent s'agencer pour créer un animal en volume, donc qui prend une autre matérialité. Et de créer une exposition avec ça. Mais c'est une exposition qui est vraiment liée à des ateliers et à des... En fait, une exposition qu'on va redynamiser à chaque atelier et qui n'a pas une forme finie. Cette exposition, elle s'appelle 1000 millions de 1000 chimères. Et donc chaque lieu d'expo, chaque atelier qui va participer à la création de cette exposition font que ça va jamais être la même chose, ça va jamais être la même exposition et qu'il y a une infinité de possibilités de solutions, de création. Et donc quand on fait ces ateliers pour que les participants, qui sont plutôt des enfants, en fait, ils vont créer des sculptures, ils vont imaginer un animal et ils vont ensuite le mettre en scène dans l'espace d'exposition. Donc on en fait un jeu et les enfants
doivent inventer une façon de se déplacer, ils doivent inventer un cri, le son que produit cette chimère, et ils vont l'installer dans le décor, donc dans une forme de scénographie, et ils vont la rendre vivante. Donc voilà, pour moi, il y a aussi un lien avec la marionnette. Là, pas dans le livre lui-même, bien que, effectivement, on ait des parties qui permettent de constituer une sorte de marionnette, finalement. Notre chimère en papier, c'est aussi, finalement, une marionnette à plat et qui peut pas bouger, malheureusement. Et alors que là, voilà, on est plus dans l'animation de l'inanimé et dans le spectacle, enfin on serait plus proche du théâtre comme quelque chose qui sortirait du livre, en fait, mais qui est en lien avec ce livre. Voilà. Je t'expliquais, tu coupes des fois là, c'est ça. Je t'expliquais pourquoi j'avais choisi ce livre-là. Et c'est parce que c'est Moi et ma cheminée, un texte pour adultes. J'adore illustrer pour les adultes, les livres et puis tout ça. Et puis celui-là, c'est que Olivier Douzou m'avait proposé le texte en me disant, tu vois, c'est vraiment dramatique. Et puis c'est pas très drôle et puis tout ça. Et puis moi, quand je l'ai lu, j'aime beaucoup, beaucoup Olivier. Et puis son avis compte énormément pour moi, donc je peux être influencée par ce qu'il dit. Et donc, j'ai trouvé ça tellement étrange de rire sans arrêt avec ce texte-là. Et le contraste entre la vision qu'on peut avoir m'a énormément plu. Donc, j'ai trouvé que les personnages étaient immensément théâtraux là-dedans. Burlesque, grotesque. Il y a de la... En plus, moi, j'adore Herman Melville. Et puis, dans ce livre-là, Moi et ma cheminée, il n'y a absolument pas de baleine. Mais comme j'étais tellement imprégnée par cet auteur-là, par... comment c'est son autre livre, là, qui est tellement connu? Moby Dick. Moby Dick. Que j'ai mis des baleines partout. Et donc, je marchais, c'est une histoire vraiment de cheminée, mais de puissance masculine aussi, parce que il est là, il est complètement envahi par ces femmes. C'est drôle parce que ça fait longtemps que j'ai fait ce livre-là, et pourtant, je m'en rappelle comme si j'avais lu hier. Et il est totalement à la fois impuissant et puissant, quoi. Le contraste. Un contraste incroyable. Et pourquoi il est puissant à un moment donné? C'est parce qu'il refuse, quoi. Mais personne ne sait qu'il refuse. Et donc, moi, je marchais, souvent quand je travaille un livre, je marche au bord de mon lac et tout, et puis je me cherchais vraiment comment exprimer cette puissance-là. Mais par exemple, est-ce que tu peux expliquer comment tu réfléchis? Est-ce que tu passes, par exemple, quand tu réfléchis par le geste, c'est purement visuel? Est-ce que par les mots? La plupart du temps, je réfléchis par les mains. J'ai vraiment pas l'impression que mon cerveau, ça commence à s'améliorer, mais c'est souvent les mains qui me donnent l'idée. Mais que tu gesticules. Voilà. Sans main, j'ai l'impression que je pourrais pas penser, tu vois. Mais aussi les yeux. Le cerveau, il a l'air d'être loin de là. Et donc, là, je marchais au bord de mon lac et tout d'un coup, j'ai vu une cheminée qui est magnifique, une cheminée en briques. Et c'est à partir de cette immense cheminée qui est complètement désaffectée, et puis il n'y a plus l'usine autour, il n'y a plus rien. Et c'est à partir de ce dessin-là, c'est souvent à partir d'un dessin que tout le livre se fait après. Après, tu construis comme un puzzle, le reste. C'est toujours ça. C'est très... Alors, peut-être tu travailles de la même façon? On peut dire, oui, pour trouver une image ou une idée, oui, et puis après, le reste suit. Ou assez souvent, c'est plusieurs... pour le spectacle, c'est plusieurs trucs. Ça peut être, je sais pas, un rêve, une image, un bout de texte qui est, au début, je sais même pas est-ce que ça va se retrouver dans le même spectacle, et puis tout d'un coup, ouais. Et tu sais quoi faire. Et c'est ça qui est incompréhensible. Ouais. Et c'est ça qu'on se dit toujours, ça ne va pas revenir.
Et puis ça, on n'a presque pas le droit d'en parler. On n'a presque pas le droit d'en parler. Parce que c'est... Et par exemple, quand tu fais le livre, quelle place, par exemple, tu vois, si on regarde le spectacle, on a le début, la fin, tu vas le dérouler, une sorte de dramaturgie du spectacle. Dans le livre, tu attribues... Absolument jamais. Voilà, mais Pas de chronologie. Comment tu construis la dramaturgie dans le livre? La dramaturgie, là, tu as évoqué les personnages de théâtre. Là, c'était un livre, c'est particulier pour moi parce que là, je suis illustrateur. Je ne suis pas auteur. Donc, c'est pas tout à fait pareil que lorsque j'écris aussi le texte. C'est pas du tout pareil, même. C'est incomparable. J'ai retrouvé ma cheminée que je voulais. Donc là, elle est là. C'est sa colonne vertébrale. Donc, il est aussi fort qu'une cheminée d'usine en refusant. Et puis, il est aussi... Parce que je voulais parler de sa virilité, parce que c'est un homme qui n'est absolument pas... que la queue basse. On peut dire que la queue basse pendant un certain temps de son histoire. Et puis après, elle se redresse. Attends, je te remontre. Attends, il faut que je trouve ça, par exemple. Parce que là, c'est ça que je cherche depuis tout à l'heure. Est-ce que par hasard, je l'aurais pas... Ah ouais, voilà. Tu vois? Ça, on sent qu'on pourrait faire le livre de l'autre sens aussi, quoi. Ouais. Tu vois? Il pourrait marcher comme ça, quoi. Ouais. Et ça m'a fait plaisir pour lui parce qu'il y a une espèce de vengeance de ce qu'on lui fait subir. Autant, j'adore les femmes, mais dans ce livre-là, lui, c'est pas tellement sa position. Et pourquoi donc j'ai pensé à mettre cette histoire-là dans l'exposition, dans notre exposition? C'est parce que très théâtral. Pour moi, c'est le mouvement, c'est le théâtre, c'est... je les entendais chuchoter, je les voyais vraiment comme... le fait qu'ils soient grotesques, burlesques aussi, ça a quelque chose de manipulation, tu vois. Il est manipulé. Donc, tu sais, ça fait quelque chose comme une marionnette aussi, tu vois. Donc, voilà. C'est ce que je peux te dire sur la raison de mon choix. Merci. J'ai trouvé... Bon, ça, c'est un livre qui était sur une idée d'Alain Serre, qui est un auteur pour la jeunesse et qui, en même temps, qui a créé les éditions Rue du Monde. En général, des très belles choses pour lesquelles ont travaillé pas mal de gens, dont François Place, d'ailleurs. Et donc, il m'avait proposé cette idée de faire un dessin pour une fin, et un dessin en regardant mes dessins. C'est-à-dire, en fin de compte, aussi cette idée des débuts d'histoire lui avait suggéré qu'il pouvait faire aussi quelque chose avec ça d'inattendu. Alors, il ne s'attendait pas à des ventes comme énormes, parce que c'est évidemment, il y a un travail de la part. D'abord, ça ne se donne pas tout de suite, on ne comprend pas tout de suite de quoi il s'agit. Il y a des images qui sont les unes à côté des autres et qui sont différentes, donc il manque de texte, enfin bon, donc c'est un livre assez... Mais j'avais trouvé en tout cas l'expérience amusante. Et donc, à l'intérieur du livre, on commence de manière progressive. Au début, les premières images, il faut quand même donner la règle du jeu. Donc sur la page de gauche, le début d'une histoire, j'y découvre une ambiance, des personnages, des objets qui m'encouragent à me lancer dans une histoire inédite. Je l'invente au fur et à mesure, en créant une surprise, en ajoutant des détails qui me mènent encore plus loin. Mais vers où aller, comment terminer mon histoire, c'est facile, il suffit de regarder l'image de la page de droite. Il était une fin. Et donc la première image, elle est assez simple. Il était une fois, donc il y a un éléphant. Et puis à qui appartient cet œuf à la coque, enfin, etc. Donc là, il y a un petit texte comme on fait habituellement pour les livres de jeunesse. Pour lancer la machine. Et puis ensuite, là, bon, il y a la fin, puis alors il faut se passer. J'ai plus qu'à la raconter ou pour l'écrire, pour ne pas l'oublier. Bon, ensuite, c'est un peu aussi facile. Il y a un lapin, il y a des... Bon, il va à l'école, puis alors après, ça commence à se déjanter sérieusement, quoi.
Et donc, pourquoi ça m'intéresse par rapport au théâtre, quand vous m'aviez proposé, je me suis dit que ça correspondait un petit peu à l'imaginaire du metteur en scène, et en même temps, au lieu d'une histoire qui est montrée, c'est un théâtre qu'on se construit à soi-même, quoi. Et avec les éléments qui sont là, mais très très vite on s'échappe. Mais il y a quand même une règle, un peu comme au théâtre quand même, ou la règle des 3 unités. Enfin bon, il faut aboutir à une fin. Donc, Mais en fait, vous donnez une sorte de dramaturgie de l'histoire et c'est tout. et après, bon voilà. Donc j'ai trouvé que c'était un espace mental. D'abord cette idée, moi, me plaisait beaucoup. Bon, c'était pour les livres d'enfants, mais je trouve que, en fin de compte, c'est souvent le mode de création de l'écrivain, quoi. Alors bon nombre te disent ah oui, on ne sait pas où on va. Bien sûr que si, ils savent où on va, où ils vont, pas exactement, mais quand même il y a une sorte de schéma comme ça, mais qui est encore un schéma imaginaire, quoi. Donc je trouvais qu'il y avait quelque chose du théâtre, et peut-être alors, puisque c'est pour les enfants, comme je sais que vous faites des marionnettes aussi pour les enfants, je trouve que c'est un imaginaire enfantin qui est très intéressant parce qu'il n'est pas logique. Il faut quand même aboutir à quelque chose, mais il n'y a pas de logique chez les enfants, tout du moins si on ne les maintient pas, quoi. Ils laissent aller les choses. Pourquoi? Parce que d'abord ils ont une intention très réduite, hein, donc au bout d'un certain temps ça part ailleurs et c'est formidable, et après bon, ça revient ou ça revient pas, comme on a tous eu des enfants, donc on sait très bien comment à partir d'histoires ça allait. Je me souviens que mon fils, très très longtemps, il avait compris que dans Alice au pays des merveilles, elle tombait sur un guerrier, et le guerrier, alors j'imaginais que Alice tombait sur le guerrier, qu'est-ce qui se passait avec le guerrier, je sais pas. Au lieu de... Donc bon, bref, donc c'est très intéressant. Puis il y a plein d'histoires comme ça avec les enfants qui comprennent des choses de travers. Je sais plus qui racontait que comment les rois araignées de telle date à telle date, ils se demandaient pourquoi les rois avaient un rapport avec les araignées, quoi. Donc et c'est plaisant, cette sorte de jeu du langage, jeu imaginaire en fait, qui fonctionne. Et c'est ionesco en même temps, hein. C'est l'absurde aussi, hein. C'est un absurde imaginaire quand même. C'est d'ailleurs poétique quand même. Donc je ne sais plus quoi dire maintenant. C'est très bien.